Voici un système euh, que je vais développer ici, un système qui va être développé au niveau, bien sûr, des relations qui existent entre les masses et les vitesses, sachant qu'on a, le système est composé de deux corps. Vous voyez qu'on a un bloc, je vais mettre un bloc à gauche, que je vais mettre en orange, et on a un bloc en bleu à droite, qui est comprimé par un ressort. Bon, le système, les deux masses compriment un ressort. Donc il y a une certaine énergie cinétique, une énergie potentielle, je m'excuse, qui se cache derrière tout ça. Et donc cette énergie potentielle va être libérée pour donner une certaine forme d'énergie cinétique. C'est ça qui va se passer. Alors, le tout, c'est de savoir ce qu'on a. Et l'énoncé, ici, de l'étude, le dit bien. Qu'est-ce qu'on a en possession? Le système est constitué de quoi? De quoi est composé le système? Alors, le système, voilà. Ça, c'est le système. Il est composé de deux blocs et un ressort. Alors, quelles sont les particularités du bloc? Vous savez très bien que là-dessus, euh, quand vous faites de la mécanique comme ça, vous savez très bien qu'il y a des masses et des forces d'office. Hein. Des forces intérieures, des forces extérieures. Ça, vous le savez, je vous apprends rien du tout. Donc, le tout, c'est de trouver les caractéristiques physiques et on va dire les caractéristiques mécaniques qui sont justement imbriquées, enfin, je ne veux pas dire imbriquées, mais impliquées dans ce système-là. Le système qui est constitué donc de deux blocs avec un ressort qui comprime, un ressort qui est comprimé par les deux blocs. Alors bien sûr, elles sont animées d'une certaine vitesse et c'est ça qu'il faudra mettre en relief. Bon, si je remets le système, c'est quoi le système? C'est ce que vous voyez là. Ça, c'est le système. Donc, le système, c'est quoi? Deux blocs, un ressort, et bien sûr, une surface plane horizontale. Une surface plane qui est horizontale. Donc, quelle est la surface plane que l'on a en présence? La voici. Ça, c'est la surface plane qui est horizontale. On a un ressort. Alors, la particularité du ressort, il est défini par une constante de raideur du ressort, K. Bon, supposons qu'il y a une certaine constante de raideur, K. Bien sûr, on a un bloc de masse grand M. Bon, ça, c'est pas la masse qui est plus grande que grand M n'est pas forcément plus grand que petit m. C'est parce que je distingue la lettre grand M de la lettre petit m, tout simplement. C'est pas parce que j'ai mis grand M que c'est une grande masse. Hein. Généralement, je dis grande masse, mais c'est parce que je dis grande lettre. C'est pour éviter de dire grande lettre. La grande lettre M. Parce qu'il y a des vidéos où j'ai dit grande masse, mais c'est pas la grande masse. C'est pas la plus. La masse, grand M peut-être par exemple 2 kg ou 2 kg force, et celui-ci 5 kg force, pourquoi pas. Bon, le grand M ne préjuge en rien voilà, de la qualité de la valeur de la valeur de la masse. Alors c'est tout simplement, on a grand M et petit m. Voilà, donc vous voyez que le système, il est simple ici. Hein. Simplement, là, on a un ressort qui n'est pas en traction, mais c'est un ressort qui est comprimé. Voilà, c'est un ressort comprimé. Bon, il est comprimé par les deux masses. Hein. C'est les deux masses ici.
enfin, on a comprimé les deux masses, enfin on a comprimé le ressort au travers des deux masses. Et donc le système est assez simple, vous voyez, c'est ceci. Bon, maintenant le tout c'est de trouver les forces qui vont agir. Bon, alors avant toute chose, quelles sont toutes les forces qui vont agir sur le système? On va faire une étude mécanique des forces. Bon, les plus évidentes, ben, ce sont les poids. Alors ici, je vais négliger le poids du ressort vis-à-vis du poids des blocs. Supposons que le ressort a une petite masse. Masse du ressort petit, très petit par rapport à grand M et petit m. Donc je vais négliger la masse du ressort. Bon, par contre, là, j'ai une certaine masse. Je vais chercher le centre de gravité du premier bloc et le centre de gravité du deuxième bloc. Voilà. Alors le centre de gravité se trouve ici pour le bloc 1. G. Ce centre de gravité, pour un rectangle, c'est le point de concours des médianes ou des diagonales, peu importe. Alors ici, je vais appeler le bloc de gauche ou le bloc 1. Et ça, c'est le bloc de masse, petit m, bloc 2. Alors, quelles sont les forces qui vont agir? Bon, la première qu'on peut entrevoir, il y en a pas mal. Hein. Enfin, pas mal, il doit en avoir 3-4. Bon, on a d'abord les forces intérieures. Ce sont les forces exercées par leur ressort sur la masse du bloc 1 et sur la masse du bloc 2. C'est-à-dire sur la masse grand M, enfin la masse de la lettre à la lettre grand M et la masse à la lettre petit m. Alors, soit cette force que je vais appeler la force de rappel de petit m, attention que ce sont des forces intérieures hein, au système, ce sont des forces intérieures au système. Donc, au centre de gravité, je vais y adosser une force de rappel sur le bloc 2, donc c'est la force de rappel c'est la force du ressort sur, enfin c'est une compression ici, on l'a comprimé, donc il va avoir une certaine force de rappel, donc c'est la force du ressort, la force de rappel du ressort. Alors, la force de rappel du ressort sur le bloc de gauche, c'est-à-dire sur la masse petit m. Alors, on aura la même chose de l'autre côté. Alors, le ressort agit parallèlement à la direction. Voilà. Ici, on a voilà, un mouvement central. C'est un mouvement central. Pourquoi central? Parce que le centre de gravité ici, si je prends la ligne d'action des voilà qui réunit les centres de gravité, ben, elle est parallèle à la trajectoire qui est voilà la surface ici, surface plane. La surface plane ici. Donc, si je devais prendre une ligne d'action reliant les centres de gravité, mais elle est parallèle. Voilà, ça c'est parallèle à la trajectoire subie par les blocs. Voilà, et donc, vous voyez que j'ai une force de rappel voilà, du ressort sur la masse petit m et sur la masse grand M. Bon, mes problèmes, ça, ce sont des forces intérieures. Ce sont des forces intérieures. C'est-à-dire que ces forces intérieures, qui sont les forces exercées par leur sort sur la masse petit m et la masse grand M, qu'on appelle donc ici, dans ce cas-ci, ah oui, j'ai oublié les flèches parce que ce sont des vecteurs. Voilà, c'est FR, qui sont FR petit m et FR grand M.
et conformément au principe de l'action et de la réaction, ben, on a FR petit m plus FR grand M égale à 0. Donc ça veut dire qu'ils sont égaux ils ont même direction, des sens opposés, mais même intensité. Ils ont même intensité. Donc, comme ils sont ces deux vecteurs opposés, si on les additionne, ça fait 0. Et ça, c'est en vertu, ce sont des forces intérieures, et c'est en vertu du principe de l'action et de la réaction. Alors, comment on peut voir ça physiquement? Physiquement, on peut entrevoir ça comme si tout se passait comme si la masse grand M exerçait sur la masse petit m une force, donc Fr petit m, et la masse petit m exercerait sur la masse grand M une force Fr grand M. Voilà. Donc, c'est comme si celui-ci provoquerait une force sur le bloc là, et c'est comme si le bloc là provoquerait une force sur ce bloc là. Donc, on ferait abstraction, si vous voulez, du ressort. Que ceci est dû au ressort. On ferait abstraction que ceci serait dû au ressort, parce qu'en fait, comme on a une force du ressort sur le bloc 2 et une force du ressort sur le bloc 1, mais c'est comme si on avait une force du bloc 2 sur le bloc 1 et inversement du bloc 1 sur le bloc 2. Voilà, ça c'est intéressant de voir déjà ça. Maintenant, si on regarde les forces extérieures, ben, on a les poids. Alors, vous aurez compris qu'il y a les poids. Alors, supposons qu'ici, le poids dirigé, on connaît la direction, on connaît le sens. Direction, c'est perpendiculaire à la surface. SP, c'est vers le centre de la Terre. Voilà, et là, c'est le poids de la masse M qui vaut M fois G. Par contre, ici, on a un poids aussi, qui est le poids de petit m, qui vaut petit m fois G. Oui, attention que l'autre côté, c'est grand M fois G. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Alors maintenant, je vais faire une hypothèse simplificatrice. Je vais dire que, bon, quand les corps vont bouger, bon, attention que les forces extérieures, vous savez c'est quoi, hein. J'ai pas besoin de vous expliquer que les poids que sont P de grand M et P de petit m sont des forces exercées par la Terre sur ces deux masses. Alors, au niveau du sol, on va dire qu'on a un sol parfaitement glissant, c'est-à-dire que on n'a pas de force de frottement. On va considérer qu'on est dans un cas idéal, c'est-à-dire que on n'a pas de force de frottement qui vont intervenir et on ne va pas prendre en compte des forces de frottement. C'est-à-dire le sol, par rapport aux deux masses, est parfaitement glissant. Et bien sûr, ces masses vont évoluer au travers de la surface et exercer bien sûr les réactions suivant le sol sur les masses. Voilà, réaction du sol sur les masses. Donc, et là, comme on n'a pas de frottement, ben, ces réactions-là, elles sont normales. Alors, je vais en prendre une qui est comme ceci. Voilà. Que je vais appeler grand R. L'autre n'est pas la même. Hein. Donc ici, je vais appeler normal. Voilà. Ces réactions, voilà, du sol sur... enfin, c'est les forces de contact entre le sol et, comment on appelle ça, les masses, les deux masses. Il y en a une qui s'appelle grand R et l'autre petit n. Et donc là, de telle sorte bien sûr que R
plus PM est en équilibre et fasse 0. Voilà. Et de l'autre côté, je peux dire que c'est N plus PM, voilà, qui vaudra 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que la somme de ces forces extérieures est nulle. La somme des forces. Donc, on sait que la somme des forces intérieures égale à 0. Et je vais vous montrer ici que la somme des forces extérieures est aussi égale à 0. Bon, maintenant, je vais considérer le système. Alors, on connaît les forces. Et je vais mettre les vitesses. Alors, bien sûr, il y aura deux temps. Un où le ressort est comprimé. Là, on a autant, on va dire, T égale T1, on a le ressort qui est comprimé. Avec, là, au départ, on a, on va dire, une quantité de mouvement que je vais appeler... Alors, un axe étant posé, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, il y a un axe, supposons qu'il y a un axe comme ceci. R1D. Parce que je vais manipuler les quantités de mouvement, donc je suis obligé de mettre un axe. Supposons I, ici je vais mettre X. Voilà. Et donc là j'ai une quantité de mouvement parce qu'elle est animée d'une certaine vitesse. Donc j'ai une quantité de mouvement que je vais appeler P1. Et P1 vaudra la masse fois une vitesse V1. Voilà. Alors là-bas j'aurai une quantité de mouvement du corps du deuxième corps, P2 est égal à M fois V2. Alors ça c'est projeté, hein. C'est projeté. Donc ici je vais mettre avec petit m, avec comme à l'accoutumée, petit m, petit v. Alors c'est projeté, c'est pour ça que je n'ai pas mis en vectoriel. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce qui va se passer quand le ressort se détend. Donc T égale T2, ressort détendu. Donc là, à ce moment-là, vous aurez compris que, comme il était comprimé, il avait une certaine énergie potentielle. Je vais reculer ceci. Voilà, là le ressort en T égale T2, il se détend. Bon, les forces, elles sont les mêmes qu'auparavant, hein. Ici, je vous rappelle qu'il y avait somme des forces intérieures égale 0. On a toujours les mêmes forces ici. En intérieur, la somme des forces intérieures égale 0. Bon, tout comme les sommes des forces extérieures ici valaient 0, on a les mêmes forces extérieures ici. Ça n'a pas changé. Donc, vous voulez mettre le N, la réaction, le poids, voilà, la force du ressort, le N, le poids, la force, voilà, c'est la même chose. Voilà. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand il va se détendre, on a une vitesse V2 qui n'est plus égale à V1.
P empty. Donc la quantité de mouvement n'est plus la même si vous voulez. Bon, ici je vais dire que j'ai P1' égale à la masse 1 fois, on va dire, je peux appeler ça V1', on va dire, je vais l'appeler MV2, parce que c'est situation, ça c'est, je vais l'appeler la situation 1, et ici je vais l'appeler la situation 2. Donc c'est MV2 bien sûr projeté sur l'axe, et P2' est égal à M fois V2. Donc les vitesses, les quantités de mouvement ne sont pas les mêmes, c'est normal, parce que les vitesses en situation 1 et en situation 2 ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qu'on sait, c'est que là, on a conservation de la quantité de mouvement. Dans les instants, bien sûr, c'est-à-dire que la conservation de la quantité de mouvement, c'est que P1 plus P2 vaudra P1' plus P2', rien n'aura changé. Il y aura égalité entre celui-là et celui-là. Parce que c'est une conservation, il n'y a pas de variation. Pas de variation, donc tout reste constant. Et donc, si on a l'égalité des quantités de mouvement, bien sûr, c'est projeté. Hein, tout est projeté. Projeté. Sinon, je devrais mettre avec des vecteurs. Bon, de toute façon, je vais bien me mettre avec des vecteurs. Par après, je vais faire la projection. Donc, c'est-à-dire la quantité de mouvement avant, je veux dire, détente, et la quantité de mouvement après détente. Donc, avant détente, c'est une compression. Alors, avant détente, c'est une compression. Donc avant détente, ben, on a P1 plus P2 est égal à P1' plus P2'. Ça veut dire que là on a MV grand 1 plus MV petit 1 est égal à MV2 plus petit m V2. Vectoriel, hein, attention parce que ici je suis toujours en vectoriel. Et dès le moment où je fais la projection sur l'axe 1D, là ça devient MV1 plus MV1 égale MV2 plus MV2. Bon, on va regarder ça. Là, ils sont comprimés. Donc on aura MV1 là on tire avec une vitesse bon ici ça ne doit pas être égal à tout des plus parce que sinon ça ferait référence à un choc. Or là ici c'est pas un choc, on doit avoir des moins. Ça c'est si j'avais un choc. Donc c'est-à-dire une masse qui tape une autre, bon peu importe ce qu'elles font par après. Mais disons qu'ici je ne dois pas avoir ça. Tout ce qu'on sait, c'est que on sait bien qu'on aura des opposés. Au niveau des vitesses. Donc, je prends des opposés au niveau des vitesses.
on va voir M, supposons que je considère MV1 moins MV1, c'est-à-dire que je considérais que la vitesse V1 ici, ça c'est M au départ. La quantité de mouvement vaudra M petit V1. Alors je rappelle que l'axe il est comme ça. Voilà. M petit V1, je vais le considérer comme étant positif. Celui-ci, je vais le considérer comme étant dans ce sens-là. Voilà. Donc M V1. Donc on aura MV1 qui est négatif. MV1 moins MV1. Voilà, c'est ça. Donc si c'est plus, là c'est moins. Maintenant pour les vitesses en situation 2. Pour les vitesses en situation 2, MV2 sera par là. Et MV2 sera comme ceci. Donc, moins MV2. MV2 moins MV2. MV2 positif. Ah. Et maintenant, je peux mettre que je vais mettre les M ensemble. M V1 moins M V2 est égal à moins M V2 plus MV1. Donc si je mets M en évidence, on aura petit m fois V1 moins V2 est égal à grand M V2 moins V1. Attention qu'ici je me trompe, c'est V1 moins V2. C'est V1 moins V2. Voilà. Et à partir de là, je peux sortir
Donc je peux dire aussi que c'est aussi c'est la même chose que m v2 moins v1 est égal à m v2 moins v1. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Si maintenant j'écris ceci, comparaison de grand M avec petit m, si grand M est plus petit et plus grand que M, si grand M est plus grand que M, pas forcément beaucoup très très grand, mais il suffit qu'il soit plus grand pour dire que la variation de vitesse de la masse petit m sera plus grande que la variation de vitesse de la masse grand M. Ici maintenant, on a, si à l'instant T1 le système est arrêté, c'est-à-dire qu'on a V1 égale 0 et V1 égale 0, on aura, si le système est arrêté au départ, on aura grand M sur petit m est égal à V2 sur V2 sur grand V2. Ou si vous voulez, c'est la même chose que petit m sur grand M est égal à V2 sur V2. Alors je rappelle que V2, grand V2, c'est la vitesse de grand M. Et petit V2, c'est la vitesse de petit m. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Mais que si le système est arrêté au départ, c'est-à-dire que les vitesses V1 sont nulles, aussi bien en compression, je veux dire qu'en détente, je m'excuse, en compression, c'est-à-dire au départ, hein, complètement au départ, si les vitesses sont nulles, de grand V1 à petit V1, ben, on peut remarquer que le rapport des vitesses est inversement proportionnel au rapport des masses. Le rapport des vitesses est inversement proportionnel au rapport des masses. Alors je rappelle que petit V2 appartient à petit m. Hein. C'est pour ça que je dis inversement proportionnel. Petit V2 appartient à ceci et grand V2 à grand M. Bon, alors on pourrait dire aussi que bon, MV2 égale à MV2. Donc la quantité de mouvement sera égale. Si, bien sûr, MV1 est égal à MV1 égale 0, il n'y a pas de mouvement, tout est à l'arrêt au départ, ben on aura ceci, MV2 égale MV2. Et donc, dans le système, on aura le système, quand il sera arrêté, ben, au repos ou à l'arrêt, on aura bien sûr que le rapport de vitesse est donc inversement proportionnel au rapport de masse. Je vous remercie.